Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans la Semaine Éco. Alors ce soir, nous mettons un coup de projecteur sur un sujet d'actualité, le développement des paiements électroniques en Algérie. Alors que l'économie mondiale accélère sa transition vers le numérique, l'Algérie s'engage sur la voie de la digitalisation financière avec près de 12 millions de cartes bancaires, les experts me corrigeront tout à l'heure, des cartes qui sont en circulation et des initiatives prometteuses comme l'expansion des terminaux de paiement ou encore les solutions basées sur les QR codes. Le pays affiche des progrès notables. Cependant, de nombreux défis subsistent encore. Infrastructures insuffisantes, faible adoption par le grand public et une méfiance aussi encore persistante envers les solutions numériques. Alors, quels sont les freins à cette transition? Quelles opportunités et quels changements peut-on espérer à l'avenir? C'est ce que nous allons explorer ensemble avec nos invités dans cette émission que je vous présente tout de suite d'ailleurs. J'ai à ma gauche Monsieur Mehdi Bouchtala. Mehdi Bouchtala, bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur en économie. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. À côté de vous, Jalal Bouabdallah, consultant expert en transformation digitale et économie numérique. Merci, Monsieur Bouabdallah, d'être avec nous également. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous. Et puis Mohamed Haché, c'est le retour. Hein. Vous étiez un peu souffrant la semaine dernière. J'espère que vous allez mieux. Merci beaucoup. Oui, ça va. Alors, Mohamed Haché, je le rappelle encore, docteur en économie et consultant de l'émission. Merci également d'être avec nous ce soir. On plante d'abord donc le débat et avec bien sûr la donnée qu'on vient de dire tout à l'heure, l'Algérie qui met en place tout un cadre réglementaire justement pour promouvoir le paiement électronique. Il y avait déjà la loi de finances complémentaire d'abord en 2020 qui avait introduit certaines mesures pour encourager l'usage des moyens de paiement électronique. C'était en pleine crise du Covid et cela a plutôt bien fonctionné à l'époque. On avait cette crise qui avait contraint beaucoup de nos concitoyens à utiliser cette méthode de paiement. Il y a aujourd'hui deux acteurs essentiels qui gèrent un peu cette activité du paiement électronique en Algérie. Nous avons d'abord la Banque d'Algérie qui régule et supervise les systèmes de paiement et puis le GIE monétique, le groupement d'intérêt économique qui assure tout le travail de coordination entre les différents acteurs financiers. Si on doit faire aujourd'hui une évaluation de où on en est aujourd'hui par rapport à la situation du paiement électronique, est-ce qu'on peut faire un premier bilan où on en est aujourd'hui en Algérie? Oui, alors si on prend ces données et ces variables que vous avez indiquées maintenant, ces variables rentrent dans le cadre de l'inclusion financière. Et l'inclusion financière actuellement est considérée comme un challenge, comme un défi pour les autorités, pour le gouvernement et non seulement pour l'Algérie, mais même pour le monde entier. L'inclusion financière actuellement est déjà même pour les économistes, est vu comme un phénomène économique, à titre d'exemple comme l'inflation, comme le chômage. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des politiques économiques, des politiques publiques pour favoriser et augmenter l'inclusion financière. Mais si on doit expliquer un peu le concept de l'inclusion financière avec une explication qui est très basique et simple pour le public, c'est l'accès aux services financiers. Point. On ne va pas spécifier si l'accès aux services financiers pour les banques ou bien pour d'autres institutions financières ou bien établissements financiers. Non. Accès aux services financiers, peu importe les moyens, peu importe les acteurs économiques ou bien financiers. Alors, ça, c'est l'inclusion financière d'une manière générale. Puis après, maintenant, on parle de l'inclusion financière digitalisée. Si on prend le prochain rapport de l'OCDE 2024, il s'appuie principalement sur le digital. Auparavant, c'était l'inclusion financière basique, ça veut dire les services financiers classiques. Demande de crédit, paiement par chèque, virement, versement et autres. Maintenant, c'est par rapport à l'utilisation des moyens technologiques, de l'intelligence artificielle, pour répondre aux besoins de la société, des acteurs économiques, des entreprises et autres. Ça, c'est le contexte global qui est l'inclusion financière. Alors, je commence directement avec les chiffres pour compléter votre introduction. Le taux d'inclusion financière ici en Algérie ne dépasse pas les 44%. 44%. 44%. Oui, 44% pour l'Algérie. Il y a des experts qui disent que ce taux est bien, est bon. Il y a des experts qui sont un petit peu pessimistes par rapport au contexte national, par rapport aux moyens que dispose l'Algérie, par rapport à la population, par rapport au nombre des banques. Après, si c'est possible, on aura l'occasion de y revenir tout à l'heure. Alors, 44%, on peut dire que c'est moyen. En comparant ce chiffre avec quelques pays voisins ou bien quelques pays africains,
avec la Kenya, l'Afrique du Sud, Ghana, etc., on est un petit peu loin. La moyenne mondiale, c'est 70%. La moyenne mondiale, ça veut dire donc il y a encore un effort à faire. Il y a un effort. Et c'est faisable. Oui. Le souci, c'est que c'est faisable. On peut dépasser facilement les 70%, hein, oui. même si, parce que la population ici en Algérie, on est à 45 millions Algériens. Oui. Si on compare avec les autres États qui dépassent les 80 millions d'habitants, donc nous sommes à la moitié. Donc c'est facile. On clique-claque, on peut dépasser les 70% en utilisant plusieurs solutions stratégiques. Justement, j'aimerais poser la question à M. Bouabdallah Djellel. On parle de cette inclusion financière qui est nécessaire, hein, et qui va soutenir et donner un nouveau souffle à notre économie. Le paiement électronique fait partie de cette batterie de mesures, peut-être pour être comme un centre d'attractivité des moyens de paiement, hein, notamment. En fait, exactement. Quand on voit un petit peu ce qu'il y a eu pendant la période du Covid, quand on voit un petit peu les chiffres, regardez juste quand le paiement électronique a été mis en place, la première année, on était aux alentours de 7000 transactions. Et puis par jour? Non, 7000 transactions l'année. La première année, c'est en 2016, donc il y a eu 7366 transactions pour un montant de à peu près de 15 millions de dinars. 15 millions de transactions. Et puis, deuxième année, 2017, c'était 107 000. Et puis, 176. 2019, 202 000. Mais regardez là où il y a eu l'explosion, 2020. On est passé de 202 000 à 4 500 000. Est-ce que c'est le contexte sanitaire ou alors ce sont certaines mesures qui ont aidé aussi En fait, la plupart, en fait, l'année, le Covid a été, disons, la pandémie de la Covid était un catalyseur pour plusieurs dans la digitalisation et la transformation digitale. Et aussi le boosting de tout ce qui est services financiers numériques. Dans le paiement électronique, les gens ont commencé, donc on essayait on évitait la rencontre avec les gens et pour faire la distanciation, donc les gens ont commencé à utiliser. Donc à 4 millions, à 4 500 000, on est passé de 503 000 millions de dinars de volume à 5 milliards. L'année dernière, donc l'année 2023, l'Algérie a fini avec plus de 15 millions de transactions pour un montant de 32 milliards. C'est-à-dire que les opérations ont augmenté de manière exponentielle. Regardez ce qu'il y a eu cette année. On est jusqu'au mois, les derniers chiffres qui sont sur le site du GIE, quand on fait le total jusqu'à septembre, on a dépassé les 15 millions de transactions. Et le montant du volume, il est déjà dépassé de 32 milliards. Donc il restait 3 mois. Je suis sûr et certain qu'on va arriver à presque les 40 milliards et plus de 18 millions de transactions. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui les gens commencent à adopter. Surtout, il n'y a pas si longtemps, je discutais avec des gens, vous avez des villes qui sont en dehors de la capitale et qui commencent à utiliser du paiement, et surtout que les moyens de paiement comme les TPE sont mis en place. Sont disponibles. J'aimerais, M. Achir, commenter un peu les chiffres que vient de donner M. Bouabdallah, notamment sur cette montée d'année en année. C'est une culture aussi qui change au niveau des Algériens, de leur quotidien, comment ils gèrent leur argent et comment ils dépensent leur argent et à travers quels moyens. Oui, justement, en termes de chiffres, on peut relever quand même une hausse notable de nombre d'utilisation de ces moyens de paiement électronique. Substantielle même, on était à 7 000, on arrive à 18 millions d'opérations. Oui, en termes de nombre d'opérations, oui. Et même en termes, c'est-à-dire d'adoption. Il y a ce processus d'adoption de ces nouvelles techniques de paiement électronique par les ménages et par les entreprises et les commerçants. Mais il faut dire une chose, qu'on est toujours aux premières étapes, c'est-à-dire de la généralisation de paiement électronique, et même le chiffre de 40 milliards de dinars est relativement faible par rapport à la circulation de la monnaie fiduciaire de notre pays. Parce qu'il faut le relativiser par rapport justement à cette évolution constante de la masse monétaire globale, d'abord dans notre pays. Vous savez que si on remonte juste à 2016, on était dans environ 17 000 milliards de dinars de masse monétaire. Et maintenant, on est à presque 26 milliards de dinars.
selon le dernier bilan de la Banque d'Algérie. Et même si on se réfère un peu au dernier rapport de la Banque d'Algérie de août 2024, donc elle a souligné quand même un volume de circulation de masse monétaire fiduciaire très très important, qui a atteint les 8200 milliards de dinars. Et justement, la problématique qui est posée, elle est là. C'est comment y aller vers cette inclusion financière, vers cette bancarisation, en utilisant justement la finance technologique, toutes ces techniques, toutes ces plateformes, toutes ces techniques de paiement électronique. Donc 40 milliards de dinars. Disait tout à l'heure, expliquer un peu une montée en flèche des chiffres de transactions ces derniers mois. Peut-être cela peut être expliqué aussi par certaines décisions. Par exemple, l'État intervient pour imposer un mode de paiement. C'est ce qu'on avait remarqué notamment au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire imposer l'inscription à travers un paiement électronique. Il y a un effort très important. La volonté politique, elle est là. Il y a même des politiques publiques actuellement qui sont mises en place, qui sont pilotées par le ministère des Finances pour réunir le maximum d'acteurs et le maximum de moyens aussi pour pouvoir dématérialiser les moyens de paiement en Algérie. Et même la loi la 2309, la loi monétaire et bancaire, elle a institué aussi toute une commission de développement des moyens de paiement. Mais maintenant, c'est-à-dire, il y a tout un écosystème qui doit suivre. Oui. Donc, on est aux premières étapes, mais je pense que la tendance elle est haussière en termes de dématérialisation de ces moyens de paiement et en termes aussi d'inclusion financière en général. Alors, en tout cas, c'est une problématique qui est fondamentale, il n'est pas marginal. C'est-à-dire, parler aujourd'hui de la modernisation des moyens de paiement, ce n'est pas une question de technique seulement. C'est une question. Ce n'est pas un luxe. C'est une question macroéconomique, même de l'économie du pays. Et c'est une même question de sécurité économique aussi, exactement. Aussi pour le pays. Moi, j'aimerais poser la question à Mehdi Bouchtala. On avait parlé tout à l'heure de l'inclusion financière. Le point qui a été relevé par M. Achir sur cette masse monétaire qui continue à circuler en Algérie, cette masse qui s'agrandit d'année en année. Est-ce qu'aujourd'hui, le moyen de paiement, par exemple, un paiement électronique, permettrait de capter toute cette liquidité? Il y a des récalcitrants, bien sûr, il y a peut-être une forme de résistance. Beaucoup hésiteraient peut-être à aller vers un paiement électronique, peut-être par appréhension pour certains, et pour d'autres, non. Il y aurait d'autres explications. Justement. Les chercheurs algériens, les universitaires algériens ont fait un excellent travail. Ils ont publié plusieurs articles qui expliquent les causes qui empêchent l'utilisation des fintechs ou bien des moyens de paiement électronique. Il y a eu un article justement publié en 2022 par un chercheur algérien qui a listé les principales causes. La première cause de la réticence, bien de problèmes de l'exclusion financière, qui est la bureaucratie. La bureaucratie de la part non seulement des banques, par rapport à la rigidité de la paperasse, etc., et aussi des entreprises. Parce que parfois, il y a des entreprises qui poussent, qui obligent les employés à utiliser d'autres moyens en dehors du secteur bancaire. Ça, c'est de un. Deux, on pensait, nous, les chercheurs, que la question religieuse représente une cause. Non, c'est la culture financière, la deuxième problématique. Troisième problématique, c'est la communication. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'informations qui circulent, qui expliquent aux citoyens ou bien aux entreprises comment utiliser les instruments financiers. Puis après, d'autres causes. Et à la fin, la septième, huitième cause, le problème de la religion. Donc vous voyez qu'il y a vraiment... Il y a un listing. Il y a un listing. Donc pour résoudre ce problème, il faut commencer premièrement à éliminer la problématique de la bureaucratie en introduisant tout simplement la digitalisation, la numérisation des moyens de paiement. Ça, c'est de 1. Donc là vous parlez des banques en particulier? Non seulement les banques, aussi les entreprises. Parce qu'à chaque fois, on accuse les banques comme une problématique majeure qui conditionne l'exclusion financière. Donc vous dites aussi que les entreprises ne jouent pas le jeu. Les entreprises et les citoyens, bien évidemment, qui sont
réticents, bien évidemment, par rapport à la confiance, par rapport à la transparence, par rapport à la protection des données, etc. Ce sont un package à résoudre d'une manière bien déterminée. Ça, c'est 2. 2. Quand on parle de l'inclusion financière, toujours par rapport aux travaux des recherches ou bien des chercheurs algériens, il y a ce qu'on appelle le diamant de l'inclusion financière. Ce diamant qui s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'existence des établissements financiers où il y a des banques performants, qui proposent des produits adaptés à la société. À titre d'exemple, on ne peut pas copier-coller un produit financier qui existe en Europe, on le consomme ici en Algérie. Non, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut produire des services financiers adaptés au contexte national. Ça, c'est de 1. Okay. Le deuxième pilier, c'est par rapport au consommateur. Ça veut dire que le consommateur doit s'adapter avec, ou bien doit marcher avec les efforts déployés par ces établissements financiers, etc. Tout simplement, c'est par rapport à l'éducation financière. Savoir comment utiliser... Est-ce que la contrainte peut représenter peut-être une solution? Est-ce que contraindre, par exemple, comme si cela a été le cas pour certaines transactions, on impose par exemple le chèque dans certaines transactions, peut-être utiliser le TPE pour aller vers une consommation de tels produits. Est-ce que la contrainte peut aussi aider à ce que cette culture s'installe? Parce qu'il faut aussi... La contrainte veut dire obliger, c'est ça? Oui. Alors oui, justement, tout à l'heure, j'ai été avec des collègues à moi, on a fait la comparaison, on a discuté entre sensibiliser et obliger. Parfois, la sensibilisation ne fonctionne pas correctement ou bien elle ne produit pas des résultats efficaces. C'est pour cette raison qu'il faut passer par ce qui est obligatoire. D'ailleurs, tout ça, le produit phare de cette discussion, c'est la monnaie. Et quand on parle de la monnaie, on parle de la politique monétaire, on parle de l'autorité monétaire qui est la Banque centrale, et la Banque centrale, comme vous avez évoqué, qui est la Banque d'Algérie ici. Elle supervise, elle sanctionne, elle régule, etc. Ça veut dire, si on utilise correctement ces instruments de la politique monétaire, on peut cadrer, on peut booster l'inclusion financière correctement à partir de l'obligation. Ça, ce qui est très bien dans le cadre de la régulation. Ça veut dire qu'il faut savoir comment réguler, il faut savoir comment affecter les parties prenantes de cette équation. C'est un rôle très important. Jalal Bouabdallah, votre avis sur la question? En fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Mehdi sur la partie réglementaire et surtout l'obligation. Regardons ce qui s'est passé pendant le mois de juillet, août et septembre sur la partie, tout ce qui est services administratifs. Pendant toute l'année, on était aux alentours de presque une moyenne de 3000 transactions. Juillet, août et septembre, on était dans une moyenne de 1 million de transactions. C'est énorme. Donc tout le monde est passé. Et ça, c'était grâce à quoi? C'était grâce aux inscriptions au niveau des universités. Pour payer l'inscription, il fallait avoir une carte. C'était la condition qui a été fixée pour cette année. Moi, j'aurais aimé que ça ne soit pas que limité à la Dahabia, mais que ça aurait été élargi sur aussi les cartes interbancaires, la CIB. Aujourd'hui, il faut regarder, on a une deadline d'ici le 31/12 où chaque commerçant doit avoir un TPE. Alors justement, la question qui se pose, est-ce que cette deadline sera respectée cette année? Cette année, j'ai eu quelques discussions avec quelques personnes, ils disent que cette année, il n'y aura pas de report. Donc les commerçants sont tenus de s'équiper de TPE. D'un TPE, d'un terminal de paiement. Mais on ne parle pas seulement des grandes villes, on parle de tout le territoire national. Sauf que, on revient un petit peu, aujourd'hui on a un chiffre de presque de 80 000 TPE. Donc c'est pas que le TPE qui va suffire, versus l'autre côté, où on a presque 4 millions de cartes CIB et 15 millions de cartes Dahabia. Aujourd'hui, quand on voit ce nombre de cartes qui circulent, elles sont utilisées dans quoi? Juste pour retirer. Et c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce que cherche la Banque centrale. C'est pas retirer du cash et utiliser le cash. Non, on veut utiliser les paiements. Donc, qu'est-ce qui va compléter les 80 000 ou 85 000 TPE qui vont être sur le marché? Eh bien, ce sont d'autres solutions ou d'autres produits digitaux bancaires ou des solutions de paiement numérique comme le mobile payment qui a été approuvé. Avant de passer au mobile payment, je me permets de vous poser la question. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à certaines personnes un peu sceptiques qui disent par exemple qu'il y a encore des défauts techniques, des défauts de réseau par exemple, parfois on en rencontre lors des paiements, électroniques. Il y avait des modèles, moi-même, moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup ma carte, j'utilise beaucoup ma carte pour tout ce qui est paiement et tout ça.
C'est vrai que vous avez des modèles de TPE qui ne fonctionnent pas, où vous avez peu de réseau. Il faut savoir qu'un terminal de paiement, il n'utilise pas la 4G, il utilise de la 3G ou de la 2G pour le réseau, pour se connecter. C'est vrai qu'il y a des localités ou des magasins qui n'ont pas de réseau, qui se trouvent dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Il ne faut pas dire que tout est blanc. Non, il y a des endroits où on a... Et là, c'est un travail où il faut qu'il y ait une collaboration beaucoup plus avec les opérateurs téléphoniques pour qu'ils puissent avoir une certaine couverture. Parce que même le mobile payment va avoir besoin de ce côté-là. Mais on imagine aussi, pour beaucoup de nos concitoyens, la gestion de leur argent, c'est un peu sensible cette question quand même. Aujourd'hui, la partie TPE a été donnée à une entreprise algérienne qui est... On peut la citer, c'est Eni. C'est Eni qui est en train de faire du montage. Oui. Et ils ont donné la distribution aujourd'hui à une autre entité aussi algérienne qui est SSB, qui est en train de faire le déploiement de ces TPE pour les banques. Aujourd'hui, il y a une plateforme carrément qui a été mise en place où chaque banque commande ces TPE et c'est cette entreprise qui va livrer le TPE chez le commerçant, va l'installer et aussi le former. Alors, il y avait une petite réticence par rapport aux commerçants, par rapport au TPE, c'était beaucoup plus une réticence par rapport aux impôts, il faut le dire. Les gens ne voulaient pas utiliser, parce que les impôts vont voir mon compte bancaire. On est obligé de rentrer dans le circuit formel. Les gens sont obligés de rentrer. C'est tout l'intérêt de promouvoir le... C'est tout l'intérêt. Et il faut savoir que la direction des impôts n'ont pas le droit d'aller vous voir s'il n'y a pas une réquisition judiciaire bien approuvée. Donc, soyez honnête, soyez correct dans votre réglo, et comme ça, vous allez vous n'aurez rien à craindre. Maintenant, ça, c'est ce côté-là. Mais 80 000, qu'est-ce qu'on va faire avec 80 000 versus 15 millions de cartes? Impossible. C'est-à-dire aujourd'hui, l'option du paiement mobile se présente comme une alternative exactement. Plus intéressante beaucoup plus intéressante. Il n'y a pas que le paiement mobile, il y a même ce qu'on appelle le soft POS où vous transformez votre smartphone en TPE. Voilà ce qui arrive. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des initiatives qui viennent du GE, des initiatives qui viennent de la part... Mais si on peut expliquer par exemple le paiement mobile, cela se représente quoi exactement? On a un QR code, on paye avec un... Aujourd'hui, dans le monde, vous allez avoir plusieurs types de paiement mobile. Vous avez tout ce qui est, par exemple, ce qu'on connaît, par exemple, ce qui marche très bien au Kenya, qui est la version M-Pesa, à partir de votre crédit de téléphone, qui n'a jamais été autorisé en Algérie. Ça, on enlève. Mais on comprend aussi, parce que ce n'est pas le rôle aussi de l'opérateur mobile. Oui, mais aujourd'hui, au Kenya, c'est 100% de taux de bancarisation. C'est 100%. Mais on passe sur l'autre côté. La deuxième technologie, c'est le NFC, le sans contact. Sauf que ce n'est pas tous les téléphones qui ont cette technologie NFC. Donc, on ne pourra pas toucher plus de monde. Le maximum de personnes. Mais on passe, un smartphone, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un taux de pénétration des smartphones en Algérie qui est presque qui touche ou qui arrive à 70%. Donc c'est 70% de la population qui a un smartphone. Et chaque smartphone a une caméra. Une caméra pour scanner. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la solution la plus facile, ou plutôt celle qui peut aller vers ça, c'est scanner un QR code. Un QR code. Mohamed Haché, vous étiez en Chine, d'ailleurs vous étiez ensemble dans une visite qui vous a mené en Chine, et vous avez pu découvrir justement ce modèle de paiement qui est démocratisé, qui fonctionne de manière tout à fait ordinaire là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie doit aller vers ce genre de solution pour faciliter ce paiement? Avec un téléphone, on scanne un QR code et la transaction est passée. Oui, justement, la Chine, par exemple, c'est un peu ce qui fait actuellement l'essentiel de toutes les transactions. Donc, ils ont une application, le chat avec le QR code, etc. C'est généralisé, c'est démocratisé pour plus d'1 milliard de personnes. Donc, on a remarqué que le cash n'existait pas dans les magasins, dans les espaces... Je vais me permettre juste de rappeler que vous avez vécu... une anecdote, même les mendiants là-bas ont leur QR code. Ils ont le QR code. Ils ont un QR code, c'est-à-dire que si vous voulez donner pour un mendiant, vous scannez son QR code et vous lui transférez de l'argent. C'est-à-dire massification de l'utilisation de ce paiement électronique, de ces QR codes, etc., de toutes ces techniques-là. Et justement, en Chine, ça a aidé même certaines régions
à réduire la pauvreté et à mieux cibler les pauvres à travers la généralisation. Expliquez-nous comment. Comment justement? Parce qu'ils ont des politiques, parce qu'il y a des partis quand même en Chine qui ont une politique volontariste visant à réduire le taux de pauvreté, donc en termes d'inclusion, donc l'inclusion sociale. Donc dans certaines régions, ils ont utilisé justement la politique de subvention, ou bien le ciblage des subventions à travers justement la traçabilité que permet les transactions électroniques, les paiements électroniques. Et d'ailleurs, quand on parle même de la modernisation de ces moyens de paiement en Chine, ça fait partie même de la stratégie nationale chinoise de la transformation digitale. C'est-à-dire, c'est toute une politique globale. Et il n'est pas seulement limité à cette dématérialisation des moyens de paiement et de généralisation des paiements électroniques. Mais ça fait partie intégralement d'une transformation digitale. Ça fait partie justement de l'écosystème dont parlait M. Boabdallah. C'est un écosystème global et ce n'est qu'un module, c'est-à-dire ce paiement électronique, ce n'est qu'un module, mais de toute une politique nationale de rattrapage d'abord de la fracture numérique en termes entre plusieurs populations, strates, régions, etc. Et puis comment justement introduire massivement l'usage des technologies, que ce soit dans les entreprises, pour les ménages, dans le service public, etc. Et ça a produit énormément de résultats, c'est-à-dire en termes de productivité pour l'entreprise par exemple, et aujourd'hui bien sûr on parle de l'intelligence artificielle carrément, c'est-à-dire c'est des robots qui s'en occupent de toute cette question de numérisation. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de comment on a réussi à inculquer une culture à près de 1,3 milliard d'habitants en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, les mesures que pourrait prendre le gouvernement, par exemple, il y a une politique, et la politique elle est claire, elle est clairement affichée. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes que pourrait prendre le gouvernement justement pour favoriser et accélérer cette mesure? Justement, la Chine, elle a misé beaucoup sur l'éducation. L'éducation à l'utilisation de ces technologies numériques. Donc, dans le programme de la transformation digitale, c'est-à-dire on a touché les écoles d'abord pour... Y compris ceux qui n'ont pas fait l'école, c'est-à-dire dans les villages. Il y a eu un travail volontariste qui a ciblé toutes les personnes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas réellement... Toutes les tranches d'âge Bien sûr, on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation même dans des opérations de solidarité des hommes, on utilise même les QR codes, c'est-à-dire... Donc tout ça, c'est tout un système, donc c'est un écosystème qu'il faut préparer et qui est basé davantage justement sur l'éducation financière. Et en Algérie, on a beaucoup à faire par rapport à cette question d'éducation financière. Mehdi Bouchtara, j'aimerais vous écouter sur cette question en particulier. Vous êtes enseignant-chercheur, vous avez fait beaucoup de recherches justement dans ce domaine. L'éducation financière, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? Est-ce que c'est un défi qu'il faut relever tout de suite maintenant? Oui, en urgence surtout. En urgence parce qu'on est en retard. Si on prend le dernier rapport du Fonds monétaire arabe, le classement de l'Algérie n'est pas vraiment favorable. On est très loin par rapport aux normes. Bon, je ne vais pas donner la note parce que la note elle est un petit peu pessimiste, mais bon. Non seulement l'éducation financière, mais aussi l'éducation numérique. Les deux, ce sont des deux piliers qui représentent le moteur essentiel pour encourager l'inclusion financière, etc. C'est vrai, on parle de fintech, on parle de mobile money, etc. Alors maintenant, ces deux concepts sont demandés dans quelques États. On parle de la monnaie numérique banque centrale. Monnaie numérique banque centrale, on peut utiliser notre monnaie fiduciaire, version dématérialisée, sans compte bancaire. Si vous avez seulement une puce téléphonique, même si vous n'avez pas un téléphone digital ou très avancé, un smartphone, même pas un téléphone basique, l'essentiel, vous avez un numéro de téléphone, mais l'essentiel, avoir des opérateurs téléphoniques où on peut faire confiance. Ça, c'est ça le plus important. On peut utiliser la monnaie numérique banque centrale type détail, pas type grossiste. Grossiste, c'est entre banque centrale et la banque, ou bien les banques commerciales. Ça, c'est autre chose. Mais le souci, ou bien le défi majeur pour l'Algérie, c'est entre le public et les banques commerciales, où il y a une forte préférence
par rapport à l'utilisation du cash. Moi, j'ai vu le dernier rapport de la Banque d'Algérie publié en 2024 par rapport à l'année 2023. En juin dernier, oui. Le retrait fiduciaire à partir des DAP et des GAP est de 85,3. Ça veut dire qu'il y a une forte préférence au cash. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un indicateur qui nous dit que chère autorité, il y a un problème, il y a une question soit confiance, soit culture aussi, culture, etc. Oui. Alors l'éducation financière représente tout simplement un savoir-faire, savoir-être par rapport à l'utilisation de quoi? Des cartes bancaires, des chèques, des virements, comment interpréter les résultats financiers, comment gérer financièrement nos dépenses, etc. Bon, je ne parle pas de l'entreprise, je parle par rapport à des simples gestes. C'est-à-dire le quotidien. Le quotidien, c'est ça l'éducation financière. Pour ce qui est entreprise, etc., c'est un autre débat. Alors l'éducation financière, c'est la deuxième année que la BEF et le gouvernement qui mènent ensemble une stratégie nationale pour sensibiliser, pour former les enfants et les jeunes. Mais on doit être beaucoup plus offensif. On doit aller vers le contact des gens, faire des campagnes, inculquer, peut-être aller parfois dans des mesures obligatoires, comme cela a été fait pour les étudiants cette année. Est-ce que ce genre d'initiative doit être beaucoup plus présente au cours de l'année, que ce soit pas conjoncturel par rapport à certains événements? Justement, il ne faut pas s'arrêter seulement sur ce qui est classique. Un événement, ou bien on célèbre la journée mondiale de l'épargne, là on sort sur le terrain pour sensibiliser et dire aux gens que non, il faut aller à l'école. À l'école, il faut, à mon avis, mettre en œuvre un manuel. Mais une matière peut-être pas une matière c'est classique. Maintenant l'éducation, bien l'apprentissage a changé, a évolué avec le temps. Je pense, à mon avis, il faut créer des salles d'apprentissage sous forme ateliers, banques, pour que les enfants s'apprennent comment utiliser les services bancaires ou bien autre chose. Ça, c'est de un. Et aussi, il faut aller vers les zones rurales. L'Algérie, c'est pas que les villes, il y a aussi les zones rurales qui sont écartées carrément de notre système bancaire. Qui manquent de bancarisation aussi. Qui manquent de bancarisation. Si on prend par exemple un autre ratio qui est un petit peu alarmant à mon avis, on a 1650 agences bancaires. 90% sont implémentées dans le nord, et en particulier dans les villes. Le reste, on a 4210 agences d'Algérie Poste. Donc il y a un déséquilibre entre Algérie Poste sur le plan implémentation financière et implémentation. Et tout se concentre au niveau des villes, des grandes villes, etc. C'est les zones généralement densément peuplées. Oui, justement, mais qui nécessitent en moins l'utilisation de ces services financiers, bien sûr. Oui. Donc là, l'éducation financière, non seulement avec l'utilisation des approches classiques sous forme des manuels, etc., mais aussi avec des ateliers ou bien sortir sur le terrain, aller vers les marchés, aller rencontrer les gens pour leur dire qu'il faut utiliser ces Djalal Bouabdallah, qui pourrait faire ça? Qui pourrait inculquer cette éducation de paiement électronique, cette éducation numérique aussi? Moi, j'ai une autre Ou alors approche. vous proposez autre chose? Une autre approche. Tout à l'heure, j'avais donné un chiffre qui était le taux de pénétration des smartphones. On a un taux de pénétration d'Internet qui avoisine à peu près les 70%. Entre fixe et mobile, et 70%. Donc aujourd'hui, vous avez presque 25 millions, selon les chiffres, 25 millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc avec quoi on peut toucher tout ce beau monde-là? Avec une communication classique ou une communication digitale? Voilà. On imagine qu'ils sont plus accessibles sur le digital. Voilà l'approche. Il faut avoir une certaine approche assez logique. Donc ce n'est plus on est à la télé, je ne veux pas dire qu'on ne va plus faire de publicité à la télé, mais là où tout le monde est connecté et scotché, c'est son smartphone. Faire de la communication ciblée et envoyer, inculquer et surtout expliquer comment utiliser sa carte, comment ouvrir un compte bancaire et aller carrément travailler avec les gens
peut-être ces influenceurs qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, travailler et aller vers des programmes. Moi, je connais quelques-uns, je connais même un ami à moi qui est en train de créer carrément un livre, un manuel dédié aux enfants pour l'inclusion financière. C'est ce dont on parle justement, créer des manuels ciblés. On le sait, des jeunes enfants n'ont pas accès forcément à des smartphones. Hein. Mais aujourd'hui, il faut aller, parce que 70% de la population, elle est sur Internet, elle est sur des smartphones. Donc, le seul moyen où on peut toucher plus, c'est d'envoyer, au lieu de m'envoyer un SMS chaque jour pour faire ça et ça et ça, il faut peut-être envoyer quelque chose pour regarder des vidéos ou voir comment payer sa facture Internet, comment payer sa facture... Il y a certaines entreprises, si vous le permettez, qui font déjà ce travail. Hein. On pense à certaines entreprises comme Algérie Télécom ou même des opérateurs mobiles qui sont dans cette approche de multimédia, créer des vidéos, être interactifs. C'est ce genre... On doit se reposer sur les entreprises technologiques. Les opérateurs téléphoniques peuvent jouer un rôle très important dans la diffusion et surtout de cette sensibilisation. Maintenant, on revient aussi à l'histoire de la réglementation. Oui, moi je suis pour qu'on puisse mettre aujourd'hui obligé. Par exemple, pourquoi payer aujourd'hui la vignette, aller aux impôts, aller chez Algérie Post pour la payer avec du cash? Mettons-la avec la carte CIB ou carte de Habia. Pourquoi rester sur ça? Moi, j'ai adoré, j'approuve ce qui a été voté sur la loi de finances par rapport au paiement, que ce soit pour les assurances, que ce soit pour les automobiles, pour l'immobilier. Moi, j'aurais dit, je serais parti plus loin. Aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a été voté, c'est qu'on a enlevé les commissions. Il n'y aura plus de commissions pour les gens qui vont utiliser du TPE ou du paiement électronique. Commission, zéro. Voilà des incitations. Ce sont des incitations qui pourraient permettre justement d'encourager cette... Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple sur l'appréhension? On imagine que beaucoup de clients ne vont pas peut-être sur le paiement électronique de peur d'avoir leurs données personnelles peut-être piratées ou... Aujourd'hui, la sécurité est un point bloquant. C'est l'un des défis. En fait, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de résistance au changement. Donc, les gens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas aller vers l'utilisation des moyens de paiement numérique, ça, c'est l'un des premiers, on va dire, l'un des premiers défis. Le deuxième défi, c'était une question de cybersécurité, une question de sécurité de l'information, de peur qu'on puisse voir qu'est-ce que vous avez dans votre compte, de peur qu'on vous vole votre... disons, vos données et on va les utiliser pour vous pirater vos... On n'est pas là. Il faut faire beaucoup de sensibilisation dans ce sens-là. Il faut aller vraiment expliquer aux gens qu'aujourd'hui, avec une carte CIB ou une carte Dahabia, vous n'avez pas à avoir peur que les gens vont vous voler de l'argent. Il faut savoir qu'il y a des mesures. Alors, il existe aussi. Hein. On sait aussi qu'il y a aussi des méthodes. Il y a des méthodes, mais vraiment, il y a des méthodes, mais pas à ce point-là. Mais pas au point de décourager d'aller vers ce mode de paiement. Pas plus qu'aujourd'hui, je discutais avec un groupe que je suis en train de former dans ce sens-là, et on me disait comment inciter les gens. À utiliser plus les moyens de paiement sans aller retirer du cash. C'est ce qu'on essaie. Si on n'utilise que les cartes pour retirer 80% et on les utilise que pour retirer du cash, donc ça ne sert à rien. Très bien. Monsieur Hachir, j'aimerais vous poser la question sur les avantages économiques, hein, c'est votre domaine, hein, les avantages économiques que représente le mode de paiement. On parle des transactions électroniques qui permettent de réduire les coûts, donc liés à la gestion. C'est un gain d'argent par rapport à l'argent physique, à la gestion de l'argent physique, et puis l'amélioration et l'efficacité du système financier. Aujourd'hui, on en a besoin. Capter ces capitaux, les gérer différemment et gagner aussi sur la gestion de ces fonds. D'abord, il y a des retombées très positives sur la transparence en général du système économique du pays. Mais au-delà de la transparence, j'entends bien, on en parlait tout à l'heure de la transparence, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le paiement électronique, qu'est-ce qu'il peut apporter comme avantage purement économique?
Oui, bien sûr, parce que d'abord, j'ai parlé tout à l'heure de 8200 milliards de dinars de monnaie fiduciaire, et à chaque fois que la Banque d'Algérie injecte des liquidités dans le système bancaire, ils se retrouvent dans l'informel, dans les transactions informelles. Oui. Et cela, c'est un manque à gagner pour l'économie. À un certain moment, vous savez qu'on avait des problèmes de liquidité bancaire. Ils ont baissé jusqu'à 400, je me rappelle bien, 460 milliards de dinars. Maintenant, bien sûr, on a une situation très confortable, mais ça constitue quand même un risque de déséquilibre macrofinancier du pays. Donc il faut bancariser, il faut de l'inclusion, mais aussi il faut carrément réduire la sphère informelle réelle. Est-ce que vous êtes pour la contrainte, pour la réglementation plus... Il faut de la contrainte, parce qu'aujourd'hui, si on parle de 80 000 TPE, on a 2 millions de registres de commerce en Algérie. Alors, et ces 2 millions-là, vous savez que si nous allons justement formaliser, disons, la moitié, on peut multiplier la recette de l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, peut-être par 10. Ça, c'est très important. Voilà l'impact économique. Un avantage. Bien sûr. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut de la contrainte aussi, parce que généralement... Je pourrais imaginer, par exemple, dans un avenir proche, peut-être imposer aux commerçants de n'accepter que le paiement électronique, peut-être. Bien sûr. Cela paraît un peu... Non, mais quand même, on peut pas acheter des meubles. On achète encore des meubles et puis parfois on paie 400 000 dinars. En liquide. En liquide, c'est quotidien. C'est quotidien, ça se fait ça. Donc il faut qu'il y ait des mesures, bien sûr, incitatives, ça c'est normal. Ça se fasse graduellement sur certains segments. C'est normal, mais il y a toute cette sphère informelle réelle et puis qui se répercute sur la sphère informelle financière, qu'il faut justement maîtriser progressivement. C'est vrai qu'on parle demain, mais ça reste un peu, je dirais pas loin, mais peut-être à moyen terme de la banque digitale, d'une facture électronique, etc. Mais il faut commencer par le commencement déjà, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas se payer cash. Déjà, la loi de finances, vous avez bien commencé en citant un peu les mesures prises par la loi de finances pour 2025 par rapport aux grandes transactions, l'immobilier, les voitures, etc. Aussi. Il faut généraliser tout en mettant bien sûr des solutions, que ce soit techniques. Et Switch Mobile, par exemple, je pense que ça va révolutionner le paiement électronique en Algérie. Il faut l'encourager parce que c'est une démocratisation de paiement de masse carrément. Alors, M. Boabdallah, vous voulez réagir? En fait, moi, je voulais réagir, rajouter quelque chose. C'est la partie, les web marchands. Oui. Le e-commerce on est en train de voir le e-commerce qui est en train d'exploser. Oui. Regardez, vu qu'on parlait la dernière fois quand on était en Chine, moi j'avais assisté à une présentation où on disait que chaque dollar investi dans l'économie numérique rapportait 25 $ dans le PIB. Donc voilà l'impact de l'économie numérique, voilà l'impact de la partie e-commerce si on veut et le paiement. Donc aujourd'hui, en Algérie, on a 510 web marchands. Et sur les 510 web marchands, il y en a 300 qui fonctionnent vraiment, qui utilisent du paiement électronique. Il faut aujourd'hui un petit peu, je pense qu'il faudrait peut-être revoir et alléger un petit peu la réglementation dans ce sens-là pour permettre à d'autres web marchands qui existent d'intégrer le paiement électronique. J'aimerais justement écouter M. Mehdi Bouchtara sur le fait que le paiement en ligne puisse justement permettre au commerce électronique de manière générale. Vous parlez de web marchands et de sites marchands, mais l'activité en elle-même, le commerce électronique doit être stimulé notamment par ce mode de paiement aujourd'hui, parce qu'on vit, on sait qu'aujourd'hui en Algérie le commerce électronique existe, il fonctionne sur des plateformes, parfois des plateformes internationales, les gens passent par des markets, par des sites spécialisés, mais cela continue de fonctionner avec le fiduciaire, avec l'argent liquide, avec le fiduciaire. Aujourd'hui, le paiement électronique permettrait de donner un second souffle peut-être à ce commerce? Justement, il y a quelques États où pour acheter une bouteille de l'eau, il faut payer à distance avec les moyens digitaux. Tout simplement, c'est avec l'implication des porteurs de projets, entre parenthèses, les startups, les PME, à innover, à proposer des services financiers adaptés aux commerçants et aux consommateurs. Ça veut dire, maintenant, on a tout un ministère qui s'occupe de cette politique. Les start-upers sont là.
Ils proposent des services, ils proposent des solutions innovantes. Maintenant, il faut les encourager, il faut les accompagner sur le terrain et aussi faire confiance aux start-upers algériens. Tout à l'heure, nous avons discuté ensemble sur les Algériens qui proposent des solutions. Il ne faut pas aller chercher loin ou les chercher dans des États qu'on considère comme concurrents. Et aussi, il y a une problématique de protection des données. Il faut faire confiance. Ça veut dire que l'innovation existe. L'innovation existe. L'innovation existe. Tout à l'heure, on avait un workshop au niveau de l'École nationale supérieure de management. Il y avait des porteurs de projets qui proposaient des solutions miraculeuses. Il y avait des banquiers, des personnels ou des professionnels qui travaillent dans les assurances. Ils sont restés scotchés par rapport à l'originalité de la solution. Ça veut dire maintenant, il faut passer à l'action, il faut appeler ces start-upers et utiliser leurs solutions. C'est-à-dire qu'on est en train de parler justement de solutions adaptées au contexte national. Voilà. National, ça répond aux mutations qu'on peut le considérer comme favorables dans le cadre de l'écosystème algérien. Parce que l'écosystème algérien, il y a plusieurs acteurs. Il y a un acteur clé qui a vraiment un impact positif, qui est les start-upers dans le cadre de la fintech ou bien dans le mobile money, etc., ou insurtech, agritech, etc. Et ils attendent tout simplement aussi le problème de financement. Parce que il y a des études qui ont été faites sur les défis rencontrés par les startups algériennes. Le premier défi, c'est le financement. Et pour régler le financement, ça veut dire qu'il faut aller vers l'inclusion financière, il faut capter la masse monétaire qui circule dans le marché informel, etc. Donc maintenant, financer les start-upers, ça veut dire proposer des solutions, ou bien des financements dédiés aux ces porteurs de projets, ou bien ces PME et start-upers, et ensuite parler du commerce en ligne, etc. Ouais. Jalal Bouabdallah, est-ce que l'État doit encore faire un effort pour soutenir ces start-up, pour justement proposer ces solutions innovantes? Aujourd'hui, on est en train de voir quelque chose qui est en train de sortir, ce sont les fintech. Les fintech, pour que les gens puissent comprendre, ce sont les startups innovantes qui travaillent dans le domaine des finances. Aujourd'hui, ces fintech, quand on voit un petit peu dans le monde entier, il y a eu à peu près en 2022, il y a eu plus de 143 milliards de dollars d'investissement sur les fintech. Donc il y a quelque chose vraiment il y a beaucoup d'argent qui est investi sur ce segment. Aujourd'hui, quand on parle de fintech, qu'est-ce qu'il y a? On peut parler de néobanques ou de banques digitales. On peut parler de PSP, de Payment Service Provider. On peut parler de solutions qui sont dans le domaine de l'insurtech ou carrément des solutions de paiement ou de solutions de gestion de crédit, gestion d'open banking. Alors, il y en a plein. Aujourd'hui, on a eu la loi sur le money et le crédit de la 2309 qui parlait de PSP, de Payment Service Provider et de banque digitale. Aujourd'hui, sur la banque digitale, il y a quelque chose, il y a une loi qui a été et des conditions qui ont été imposées. Sauf qu'il faut savoir que et je le dis, c'est des conditions qui sont un petit peu restrictives. Aujourd'hui, pour ouvrir une banque digitale, il faut 10 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 73 millions d'euros. Celui qui a 73 millions d'euros, je ne pense pas qu'il va ouvrir une fintech. Il va ouvrir une néobanque. Pour un PSP, aujourd'hui, on attend toujours les textes d'application. Je reviens à cette histoire d'inclusion financière. Si on veut toucher monsieur qui habite à Ain Salah ou là à Fetogourt ou là à Tindouf, où il n'y a pas de banque, comment le toucher? Eh bien, c'est grâce avec des néobanques et des banques digitales et des solutions fintech pour qu'ils puissent ouvrir un compte sans avoir à faire à cette bureaucratie. Aujourd'hui, on peut ouvrir des comptes à travers juste une carte d'identité, le NIN, et en 5 minutes, vous avez un compte. Ouvrir un autre compte, avoir commandé sa carte, son chéquier, ainsi de suite, sans avoir se déplacer dans une agence. Voilà des incitations, voilà un petit peu comment on peut aller vers ça. C'est-à-dire que nous dépassons l'implantation physique d'une agence c'est très simple. bancaire. Aujourd'hui, quand on parle technologie, quand on parle de paiement numérique, il faut être disruptif. Think out of the box. Réfléchir en dehors du carré. Aujourd'hui, on sait que l'État veut cadrer les choses. Et bien, pour cadrer, il faut travailler un petit peu sur ce qu'on appelle sur des sandbox, les bacs à sable. Et ça, on va laisser les jeunes start-upers évoluer dans un cadre bien précis, tester, voir comment ça fonctionne. Et bien, si ça fonctionne bien,
ben, on élargit, on ouvre et on élargit. Voilà comment ça fonctionne un petit peu dans les pays qui ont vraiment avancé à mettre en place vraiment une inclusion financière et augmenter leur taux de bancarisation. On arrive vraiment vers la fin de l'émission. Je vous laisse le dernier mot pour parler justement de l'encouragement des startups, des fintechs en particulier, et puis encourager aussi le partenariat public-privé. C'est une question importante aussi. C'est un concours d'efforts aussi entre les deux parties. En tout cas, j'ose citer encore une fois la Chine. Il y a une très très bonne coopération entre le public et le privé, surtout dans le domaine des technologies d'information et de communication, les digitales, les grands groupes justement qui sont les moyens de concrétisation de ces politiques publiques, de transformation digitale. Donc il faut renforcer, il faut décomplexer la chose. Le privé, le public, on peut avoir même des opérateurs privés. Ce n'est pas seulement la mission de l'État seul, il y a aussi les entreprises qui doivent s'impliquer. On peut avoir un fournisseur privé de l'Internet, de la téléphonie mobile, etc. Il faut y aller, il faut s'ouvrir davantage. Voilà. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup. Merci à mes invités, Mehdi Bouchtara, enseignant-chercheur en économie. Merci encore une fois pour votre intervention précieuse et ciblée sur cette question en particulier. Jalal Bouabdallah, merci encore une fois. Merci. Vous êtes consultant expert en transformation digitale et en économie numérique pour être précis. Merci pour votre retour d'expérience sur l'environnement dans lequel vous évoluez également. Et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques semaines, si ce n'est avec le 1er janvier et les nouvelles mesures qui intégreront la loi de finances dès le 1er janvier 2025. Mohamed Achir, également toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Docteur en économie, consultant de l'émission. Merci à vous encore une fois d'avoir été avec nous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonne soirée.